Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la présentation de mon mémoire d'actuariat que j'ai effectué au cours d'une alternance chez WTW dans l'équipe de consultants ICT. Donc, j'ai soutenu mon mémoire d'actuariat le 10 novembre 2023 devant l'Institut des actuaires et il a porté sur le sujet de l'allocation stratégique d'actifs sous contrainte de SR et particulièrement sur la problématique de la construction d'un proxy du SR en fonction de l'allocation cible d'actifs en utilisant des modèles de régression. Le titre, il est assez long, mais nous allons voir qu'il résume assez bien l'objet de notre étude. Mais avant de commencer cette présentation, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier quelques personnes. Je pense notamment à Estelle Koffar, qui a été ma tutrice durant mon alternance et qui a encadré ce mémoire. Je pense également à Gaël Bouba, qui a orienté les méthodes que nous avons étudiées lors de ce mémoire et les résultats auxquels nous avons abouti. Je pense également à Mounir Bellman pour le temps qu'il a pris pour relire mon rapport et les précieux conseils qu'il m'a prodigués. Et enfin, j'aimerais remercier aussi Amine Cherkaoui, directeur de l'équipe ICT Live France, pour l'opportunité qu'il m'a accordée de rejoindre son équipe et de travailler sur des sujets intéressants et variés. Donc, en revenant au contexte de notre étude, nous le savons sans doute que la période post-Covid-19 et l'année 2022, plus globalement, ont été marquées par un contexte économique très dynamique. Nous avons assisté à une forte inflation, une remontée rapide des taux d'intérêt, une forte volatilité sur les marchés financiers. Donc, les compagnies d'assurance, notamment celles d'assurance vie, ne sont pas insensibles à ce changement brusque. Elles doivent revoir leur politique d'investissement afin de s'assurer de leur solvabilité et de leur rentabilité. Concrètement, ces politiques d'investissement visent à trouver l'allocation ou la composition du portefeuille d'actifs à détenir afin de maximiser la richesse finale du portefeuille et à minimiser les risques pris pour cela. Le sujet de l'allocation stratégique d'actifs est alors non seulement un sujet important pour les assureurs à vie, mais il est également un problème d'actualité. Cependant, la nature de l'activité amène les assureurs à utiliser des modèles complexes de gestion active passif, communément appelés modèles ALM, tout en respectant les normes prudentielles. L'une des contraintes prudentielles auxquelles est soumis l'assureur vie est justement le provisionnement d'une charge en capital, appelée SR, pour assurer sa solvabilité sur un horizon d'une année, avec une probabilité de 99,5%. L'immobilisation de cette charge en capital s'avère être coûteuse pour l'assureur, qui a tout intérêt à la menuiser le plus possible. Donc, il se fait que les assureurs doivent donc ajouter au problème de maximisation ou de minimisation énoncé précédemment une contrainte de SR en lien avec leur appétence au risque. Cependant, la production du SR en pratique est une tâche très fastidieuse et chronophage et se heurte à de fortes contraintes opérationnelles qui complexifient la mise en œuvre d'un tel processus calculatoire. Je pense notamment aux limites en ressources de calcul qui entraînent le recours généralement à des serveurs externes pour la distribution de calcul, ce qui revient très coûteux aux assureurs. Comme contrainte aussi, on peut également avoir les ressources humaines limitées, des délais de production courts et incompressibles, etc. Bien évidemment, il s'agit d'une contrainte à laquelle nous nous sommes heurtés lors de notre étude et qui allait à l'encontre de notre souhait de faire une étude réaliste et cohérente par rapport aux besoins du marché. Nous nous sommes alors intéressés dans ce mémoire à un moyen pour, en quelque sorte, s'affranchir de l'aspect chronophage de l'étude en proposant un proxy du SR en fonction de l'allocation cible du portefeuille. Alors, le déroulé de cette présentation va se faire comme suit. Dans un premier temps, nous allons parler de la théorie moderne du portefeuille, qui est la théorie, qui est la base de toute étude d'allocation, mais qui a son cas d'application plutôt lié à la finance. Mais nous allons voir comment est-ce que nous pouvons l'adapter pour un cas d'utilisation approprié, adapté à l'assurance. Ensuite, nous passerons à la problématique de l'allocation optimale en vision ALM ou en vision gestion actif-passif. Après, nous verrons la méthode d'approximation que nous avons proposée dans ce mémoire pour approcher le SR en fonction de l'allocation cible d'actifs, puis en suivant la mise en œuvre pratique et les résultats. Donc, sans transition, il est difficile de parler d'allocation d'actifs
sans parler de la théorie moderne du portefeuille. Markowitz est le précurseur de cette théorie qui offre un cadre de gestion conçu pour maximiser le couple rendement-risque d'un portefeuille d'actifs risqués. La maximisation de ce couple rendement-risque passe par la maximisation d'un indicateur appelé le ratio de Sharpe, qui est défini, comme nous le voyons sur la diapo, comme le rapport entre l'excès de rendement du portefeuille par rapport au taux sans risque sur la volatilité du portefeuille. La maximisation du ratio de Sharpe conduit à déterminer parmi l'ensemble des portefeuilles d'actifs risqués un ensemble particulier de portefeuilles qui, pour chaque niveau de risque, maximise le rendement global. Il s'agit de la frontière efficiente que nous pouvons voir ici en bleu. À ce stade, nous pouvons déjà identifier deux problèmes. D'abord, le problème de maximisation du ratio de Sharpe ne fait pas intervenir le passif de l'assureur ni ses interactions avec l'actif. Ensuite, il se pose aussi la question de savoir, parmi les portefeuilles de la frontière efficiente, lequel répondrait au mieux aux besoins de financement de l'assureur. Pour répondre à ces questions, il faudrait mieux poser le problème de sorte à prendre en compte les besoins de financement et l'aversion au risque de l'assureur. L'aversion au risque peut être définie comme la réticence à prendre de plus en plus de positions risquées, augmentant ainsi le risque de perte. Elle est souvent matérialisée par un objet mathématique appelé fonction d'utilité, généralement noté U. Il s'agit en fait d'une fonction réelle de la maximisation de la richesse finale que nous notons VT. Et par suite, le problème s'écrira comme la maximisation de l'espérance d'utilité de l'investisseur, ici que nous notons le problème P. Si l'investisseur est averse au risque, sa fonction d'utilité possède des caractéristiques particulières de croissance et de concavité. Et l'on peut définir également une certaine quantité appelée le coefficient d'Auprat d'aversion absolue pour le risque, qui est généralement noté A, qui est positif, qui est défini comme le rapport entre la dérivée seconde de la fonction d'utilité sur la dérivée première. Ce coefficient représente le degré d'aversion de l'investisseur et permettra de distinguer un investisseur d'un autre. Alors, si on prend un cas d'application composé de N actifs risqués et d'un actif sans risque, on peut alors écrire la richesse finale en fonction du rendement de l'actif sans risque et du rendement des actifs risqués. Ici, nous pouvons voir VT comme la valeur du portefeuille, pi est le rendement du portefeuille. Donc, on peut écrire VT en fonction de V0 qui est la valeur initiale du portefeuille, du, du taux de rendement sans risque, ici que nous notons RF, et du rendement du portefeuille global d'actifs risqués que nous notons pi. Oméga étant la proportion de chaque actif dans le portefeuille. Donc, si de plus, on suppose que l'excès de rendement, ici pi, suit une loi normale avec un certain niveau d'espérance et de variance, alors on peut écrire facilement la richesse finale la richesse finale du portefeuille. Oui, alors on peut dire que la richesse finale du portefeuille suit également une loi normale et on connaît même son espérance et sa variance. Maintenant, nous pouvons supposer une forme particulière pour la fonction d'utilité U. Une première famille de fonctions d'utilité est la famille dite CARA pour Constant Absolute Risk Aversion de paramètres d'un certain paramètre gamma. Elle suppose que l'aversion au risque de l'investisseur est constante, peu importe sa richesse finale. Il est alors possible de réécrire le problème de maximisation P comme un problème espérance-variance, que nous notons ici P1. Cependant, les contraintes réglementaires qui pèsent sur l'assureur font qu'il n'est pas en quête de mesurer de richesse. Une richesse plus élevée est forcément synonyme d'avoir des positions de plus en plus risquées. Et on sait que les compagnies d'assurance ne peuvent pas se permettre de jouer, entre guillemets, un peu avec l'épargne des particuliers. Donc, par suite, on est plus tenté de dire qu'un assureur vie serait représenté plutôt par une fonction d'utilité de type IARA pour Increasing Absolute Risk Aversion d'un certain paramètre alpha. Donc, elle suppose que l'aversion au risque de l'investisseur est croissante en la richesse finale. Et comme pour la famille de fonctions carré, on peut réécrire le problème de maximisation avec une pénalisation en plus pour les grands rendements, comme nous le voyons pour le problème P2. Donc, ici, si on prend alpha égale à gamma sur 2, on peut voir que le problème P2 accordera plus de poids aux actifs de faible rendement par rapport au problème P1.
Nous illustrons ces résultats en prenant un portefeuille fictif de quatre actifs risqués, d'obligations souveraines, d'obligations d'entreprise, d'actions et de l'immobilier pris au 31 décembre 2022. Donc, nous avons fait varier les paramètres gamma et alpha et nous avons essayé de déterminer l'allocation optimale pour chaque niveau de paramètre pris. Donc, nous pouvons voir que pour alpha égale à 2,5, ce qui est équivalent ici à gamma égale à 5, puisque alpha est pris comme gamma sur 2, plus de poids ont été alloués aux obligations au détriment des actions ou encore de l'immobilier, qui pourtant offrent plus de rendement. Donc, ce résultat est une première vision d'allocation optimale. Quand bien même qu'elle ne prend en compte qu'imparfaitement le passé de l'assureur, elle pourrait convenir à des acteurs qui n'ont pas forcément les ressources techniques ou opérationnelles pour faire une étude complète de gestion antipassif. La question qui peut se poser ici est de savoir comment est-ce qu'on pourrait estimer, selon la nature de la fonction d'utilité, le paramètre alpha ou gamma correspondant. Euh, eh bien, il s'agit d'un problème qui peut faire l'objet d'une étude beaucoup plus approfondie, mais on peut imaginer des méthodes économétriques ou statistiques les unes plus sophistiquées que les autres à cet effet, ou on peut se dire qu'il s'agit du paramètre qui permettrait d'obtenir une allocation d'actifs similaire à un portefeuille de référence, comme par exemple l'allocation moyenne du marché. Eh bien, c'est cette deuxième approche que nous avons testée. Et donc, en prenant en compte les placements moyens des compagnies d'assurance vie au 31 décembre 2023, et si on se met dans le cas d'une fonction d'utilité IARA de paramètre alpha, on peut se dire, en regardant ces graphiques, en regardant le placement des compagnies d'assurance vie au 31 décembre 2022, on peut se dire que si on se met bien évidemment dans le cadre d'une fonction d'utilité IARA, on peut se dire que alpha est proche de 2,5. Mais nous sommes conscients que ces résultats ne prennent en compte qu'imparfaitement le passé de l'assuré et ses interactions avec le passif, avec l'actif. En effet, pour appréhender au mieux les risques inhérents à leur activité, les assureurs ont plutôt recours à une architecture complète et complexe de modélisation appelée ALM pour Asset Liability Management. Dans cette présentation, nous n'en présenterons que quelques éléments structurants, à savoir le passif, l'actif et les scénarios économiques. Donc, le passif de l'assureur représente l'ensemble des engagements pris par ce dernier vis-à-vis de ses assurés. Pour cette étude, nous nous sommes restreints à un portefeuille d'épargne et de retraite. Donc, généralement, l'épargne consiste à investir une partie du salaire ou des revenus non destinés directement à la consommation. Selon le profil d'investissement, les primes collectées en épargne peuvent être investies sur des actifs libellés en euros. Là, on parle de fonds en euros, où ces primes peuvent représenter un certain nombre de parts d'actifs appelés unités de compte. Dans le premier cas, l'épargne de l'assureur est garantie à minima par le taux minimum garanti ou TMG, appelé communément TMG, et peut donner lieu à des versements de rendements financiers discrétionnaires appelés participation bénéfice. Alors que dans le second cas, tout le risque est supporté par l'assuré. Les unités de compte ne nécessitent donc pas de gestion d'actifs au sens de l'allocation d'actifs qui nous intéresse dans cette étude. Donc, pour cette raison, notre portefeuille d'épargne ne compose que des contrats adossés au fonds euro. La retraite est également un type d'épargne qui a particulièrement pour rôle chez les assurés de prévenir contre le risque de longévité. Le cycle de vie d'un produit de retraite est décomposé en trois phases. D'abord, la phase de constitution où l'assuré accumule un capital pendant qu'il est actif. Il est assimilable à l'épargne. Ensuite vient la retraite, puis la phase de la restitution où le capital constitué par l'assuré lui est restitué sous forme de rente selon les thèmes régis par son contrat. Donc, ici, nous présentons un peu les caractéristiques de notre portefeuille d'assurés pris au 31 décembre 2022. Donc, les assurés sont caractérisés par un certain nombre d'éléments, à savoir un âge moyen, une ancienneté moyenne, des primes programmées, des provisions mathématiques s'agissant de l'épargne. On peut avoir aussi l'âge moyen de la retraite pour la retraite. Et l'élément le plus important ici que nous aimerions avoir à l'esprit ici, c'est le TMG moyen. Donc, on verra comment est-ce que les caractéristiques de l'assuré et particulièrement les taux minimum garantis dans le contrat des assurés peut influencer
peut influencer le choix de l'allocation optimale plus tard. Mais s'agissant du passif, l'élément important au sens de solvabilité 2, particulièrement du pilier 1 de solvabilité 2, est de déterminer le niveau des engagements de l'assureur par rapport à ses assurés. Cela passe par le calcul de ce qu'on appelle le best estimate, qui représente en fait la meilleure estimation de ces engagements-là évalués en valeur de marché. Donc, les primes collectées chez les assurés ont été investies sur des actifs financiers. Donc, nous pouvons voir ici la répartition des classes d'actifs selon leur valeur de marché. Et nous voyons que, en regardant la mise en transparence de la poche obligataire, que nos actifs sont majoritairement composés d'obligations à taux fixe qu'on appelle fixed income. On a un peu d'obligations à taux variable et un peu d'obligations aussi indexées sur l'inflation. Et là aussi, on a aussi la répartition des obligations, que ce soit souveraines ou d'entreprise, selon les différentes notations. Euh, les garanties financières que j'ai évoquées précédemment, notamment le TMG, la participation aux bénéfices, et les options contractuelles, c'est-à-dire les rachats partiels et totaux, intégrés dans les contrats d'épargne retraite, impliquent pour une valorisation adéquate d'avoir recours à des méthodes par simulation. L'assureur doit envisager toutes les évolutions possibles du contexte économique pour être paré au mieux à toute éventualité. Pour ce faire, il utilise un générateur de scénarios économiques. Il s'agit d'un ensemble de modèles mathématiques qui doivent respecter certaines contraintes. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'on distingue deux univers de scénarios économiques selon les besoins. Donc, on distingue l'univers de scénario monde risque neutre, qui fait intervenir la notion de probabilité risque neutre sous laquelle les processus de prix actualisés sont des martingales et où les investisseurs sont indifférents au risque et n'exigent pas de prime de risque pour détenir un actif financier. C'est cet univers de, c'est cet univers de scénario économique qui est utilisé notamment pour calculer le best estimate et a fortiori le SCR. Et on distingue l'univers de scénario monde réel, où les scénarios reflètent la réalité du marché et où les investisseurs sont sensibles au risque et exigent une prime de risque pour détenir des actifs risqués. C'est ce dernier univers de scénario économique qui sera le plus adapté pour les stratégies financières, notamment dans l'allocation d'actifs, parce qu'elles doivent refléter la nature contemporaine du marché. Maintenant, il va se poser, comme pour la théorie moderne du portefeuille, de déterminer le programme de maximisation ou bien le programme d'optimisation à résoudre. Donc, s'inspirant de la théorie du portefeuille, la recherche de l'allocation optimale en gestion antipassive pour l'assurance vie vise à maximiser un certain critère de rendement et à minimiser le risque associé. Aussi, faut-il déterminer correctement ces indicateurs de sorte à prendre en compte le passif et ses interactions avec l'actif. Ici, nous décidons de maximiser la quantité que nous avons appelée la richesse finale de l'assureur, ici pris comme la valeur actuelle des profits futurs, appelé PVFP. Il s'agit d'un indicateur de rentabilité de l'activité prenant en compte à la fois les flux du passif, ceux de l'actif et les interactions actifs-passifs. Donc, nous pouvons voir que la PVFP est une sorte de résultat d'exploitation qui se décompose en résultats techniques, administratifs et financiers dont les formules de calcul sont présentées à la figure, à la diapo. Nous pouvons y revenir s'il y a des questions associées. Mais globalement, les étapes que nous avons mises en œuvre pour la recherche de notre allocation optimale en vision ALM a été de sélectionner des allocations cibles à tester, de déterminer pour chaque allocation cible la distribution de la PVP associée. Et cette distribution de la PVP a été calculée en utilisant l'univers de scénario monde réel en faisant une projection sur 10 ans, raison pour laquelle j'en parlais précédemment. Et donc, l'objectif de cette démarche est de pouvoir déduire le critère de rendement que nous avons pris comme la moyenne de la distribution de la PVFP et de déduire aussi le critère de risque. Et dans cette étude, nous avons choisi comme critère de risque la value at risque à de niveau de confiance de 98% de cette distribution de la PVFP.
Et ensuite, l'objectif de ce mémoire est de pouvoir prendre en compte l'ESR dans cette étude. Et donc, la troisième étape sera consacrée à déterminer pour chaque allocation l'ESR associé en utilisant un univers de scénario économique monde risque neutre en faisant une projection sur 50 ans, puis en pénalisant la distribution de la PVP du coût de portage du SCA. Concrètement, le coût du portage du SCR est calculé sur la période de projection en monde réel, c'est-à-dire sur 10 ans. Donc, il s'agit de pondérer le SR qui a été projeté. Le SR calculé le SR calculé, je vais y arriver. Le SR calculé prédit, notamment par machine learning, sera projeté suivant l'évolution des provisions mathématiques selon la formule que nous voyons à la diapo. Puis ce SR sera pondéré par la différence entre le taux d'attente des actionnaires et le rendement net de l'actif. Et enfin, le coût de portage qui sera appliqué à la distribution de la PVFP sera calculé comme la somme actualisée du coût de portage calculé précédemment. À présent, nous allons pouvoir passer à la méthode que nous avons utilisée dans ce mémoire pour construire le processus du essai en fonction de l'allocation cible d'actifs. Mais tout d'abord, nous allons rappeler un peu comment est-ce que le SR est calculé selon la formule standard. Donc, l'EOPA fournit une méthodologie dite standard de calcul du SR qui se base sur la segmentation des risques inhérents à l'activité des assureurs en 6 modules de risque, notamment le risque marché, santé, défaut, vie, non-vie et intangible. Donc, les charges en capital SR sont calculées pour chaque module de risque, puis agrégées via une matrice de corrélation fournie également par l'EOPA pour former le SR de base. Donc, la nature de notre problématique nous amène à faire, dans un premier temps, une hypothèse forte selon laquelle seul le SR de marché est sensible aux variations de l'allocation d'actifs. Cette hypothèse est également la conséquence des contraintes opérationnelles subies, ne nous permettant pas de calculer le SR pour tous les modules de risque. Donc, nous nous sommes donc concentrés uniquement sur le SR de marché pour cette étude. Donc, le module le module de risque marché se décompose à son tour en 6 modules, en 6 sous-modules de risque, notamment le risque taux, action, immobilier, spread, de change et de concentration. Et à l'instar du SR de base, le SR marché est obtenu par l'agrégation des SR de chaque sous-module de risque de marché en utilisant une matrice de corrélation qui est également fournie par l'EOPA. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, notre méthode d'approximation consiste à calibrer un proxy pour le SR de chaque sous-module de risque de marché. Et ensuite, les proxys seront agrégés avec les matrices de corrélation pour former le SR de marché. Et vu qu'on a laissé inchanger les autres postes de SR, donc on pourra avoir un proxy a fortiori du SR de base et puis du SR global. Notre problématique d'apprentissage relève de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, où on distingue d'un échantillon de, on distingue d'un échantillon de réalisation, en fait. Et cet échantillon est composé du couple, on peut appeler le couple de XI, qui va représenter les variables caractéristiques, c'est-à-dire les éléments qui vont nous permettre de prédire la variable Y, qui est ici la variable à prédire. Et donc, l'objectif est ici de prédire Y sachant X, c'est-à-dire en ayant une réalisation voilà, de la variable aléatoire X. Donc, les modèles d'apprentissage supervisé sont caractérisés par ce qu'on appelle une fonction de prédiction, qu'on note G, une fonction de perte qui va mesurer l'erreur commise lors de la prédiction. Elle est également caractérisée par le risque ou l'erreur de généralisation qui va s'assurer de la qualité de la fonction de prédiction. Euh, et donc, on cherchera forcément à avoir la meilleure fonction de prédiction qui minimise le risque. Si cette fonction existe, elle est appelée fonction Oracle ou le prédicateur de Bayes. Et aussi, les modèles d'apprentissage supervisé sont caractérisés par la consistance de l'algorithme qui nécessite que la taille n de l'échantillon soit grande.
Euh, Nous rappelons que la production du SR est chronophage et que pour l'étude, nous ne pourrons pas produire une base d'apprentissage de grande taille. Donc, ayant cela à l'esprit, il faut s'assurer que les modèles choisis soient simples pour éviter le surapprentissage. Nous avons retenu ici pour cette étude des modèles simples, à savoir la régression linéaire, les modèles linéaires généralisés et particulièrement les modèles linéaires généralisés avec la fonction de lien pris comme la fonction inverse, ce qui est appelé le GLM gamma, et les arbres de décision. Donc, et pour mesurer aussi les performances de chaque algorithme, nous définissons des indicateurs de performance. Ici, à savoir l'erreur quadratique moyenne, l'erreur relative moyenne, l'erreur maximale sur une prédiction et le coefficient de détermination. Donc, pour les trois premiers critères de performance, on cherchera à ce qu'ils soient proches de zéro. En revanche, pour le coefficient de détermination, on cherchera notamment à ce qu'il soit proche de 1 par définition. Donc, nous avons présenté les modèles que nous avons utilisés. À présent, nous présentons ici comment est-ce que nous avons construit la base sur laquelle nous avons calibré le proxy. Alors, pour pouvoir calibrer notre proxy, les proxys des SR de chaque sous-module de risque, nous avons dû produire le SR nous avons dû produire un échantillon. Et cet échantillon a été produit en calculant le SR effectivement pour quelques allocations. Ici, nous avons réussi à produire le SR pour 29 différentes allocations que nous avons définies préalablement, en fait, pour représenter l'ensemble des possibles des allocations du portefeuille entre 0 et 1. Donc, ici, nos variables caractéristiques, nos variables explicatives vont, sont les allocations de sont les proportions de chaque actif dans le portefeuille. La variable à prédit ici, c'est le SR, bien évidemment. Et donc, pour éviter des phénomènes de collinéarité, vu que la somme des proportions des classes d'actifs au sein du portefeuille est égale à 1, nous avons dû supprimer une des variables pour éviter le phénomène de collinéarité, afin que notre problème de régression euh, soit bien posé. Euh, donc, pour des besoins de machine learning, nous avons divisé, quand bien même que l'échantillon est très petit, en taille, nous avons quand même divisé la base en deux sous-bases. Donc, les deux tiers ont été consacrés effectivement à l'apprentissage et le dernier tiers a été consacré à la validation. Euh, hum, Aussi, le portefeuille d'actifs que nous avons, que le portefeuille d'actifs que nous avons au 31 décembre 2022 ne contient pas d'exposition en devises étrangères et il n'y a pas d'absorption au titre du risque de concentration. Donc, nous ne calibrons de profit que pour les risques de taux d'intérêt, actions, immobilier et spread de crédit. Et de plus, nous avons vu que les SCR sont de très gros montants, calibrer directement les proxys sur cette base a révélé une très grande variance de l'erreur de prédiction. Nous avons donc procédé à deux retraitements. Le premier a consisté à standardiser les SR, c'est-à-dire à retrancher la moyenne de l'échantillon et à diviser par l'écart type. Et le second, le traitement a consisté à diviser tous les SR par le SR d'une allocation de référence faisant partie des 29 allocations que nous avons produites. Donc, ici, nous montrons les résultats d'approximation, particulièrement pour le SR taux. Donc, nous rappelons que la régression linéaire et le GLM gamma permettent d'avoir une formule explicite de la fonction, de la variable prédite en fonction des variables caractéristiques, comme nous pouvons le voir ici, alors que les arbres de décision, quand bien même qu'ils sont interprétables, ne permettent pas d'avoir une formule fermée qui va représenter la relation entre Y et X. Donc, nous avons testé pour chaque modèle présenté, c'est-à-dire la régression linéaire, les GL, gamma et les arbres de décision, et pour chaque type de retraitement effectué, c'est-à-dire calibrer les proxys directement sur les SS sans aucun retraitement, calibrer les SR sur les SR, calibrer le proxy, excusez-moi, sur le SR standardisé et calibrer le proxy sur le SR mis à l'échelle par rapport à un set de référence. Et donc, nous pouvons voir les estimateurs des variables alpha, et des paramètres alpha et bêta.
alpha étant l'intercept et bêta étant les variables, les coefficients des variables explicatives que nous avons essayé d'estimer. Euh, donc ici, le choix du meilleur modèle va dépendre de plusieurs paramètres. Donc non seulement on devra regarder les indicateurs de performance que nous avons calculés, les indicateurs de performance, mais il faut s'assurer que les coefficients estimés aussi aillent dans le bon sens et que le modèle ne fait pas n'importe quoi. Et donc, déjà, on peut voir la grande variabilité des erreurs des indicateurs de performance lorsqu'on essaie d'approximer directement sur les SR sans aucun retraitement, ce qui a fait qu'on les a tout de suite écartés. Et donc, les résultats qui semblent logiques ici, c'est les résultats des SR mis à l'échelle par rapport à un SR de référence. Et on peut voir que le modèle GLM Gamma aussi sort particulièrement du lot car il permet d'avoir, par exemple, un coefficient de détermination de 0,81 pour le SR taux, qui est beaucoup plus proche de 1 que le fait d'utiliser la régression linéaire. Et on peut voir aussi ici que les arbres de décision ne sont pas terribles. Les indicateurs de performance euh, ne nous permettent pas de dire que c'est le modèle à choisir, par exemple. Donc, en prenant en compte tous ces éléments-là, on peut se dire que le meilleur modèle ici qu'on pourrait choisir parmi les trois serait le modèle GLM Gamma. Particulièrement aussi pour les arbres de décision, ce qu'il faut noter, c'est que même si on n'a pas le lien direct entre Y et X, on peut quand même aujourd'hui trouver les règles de décision qui ont permis d'aboutir à ce résultat-là. Et donc, pour le SR-taux, si on regarde les règles de décision qui ont permis d'aboutir au résultat que je montrais précédemment, on peut voir que le, le modèle commence à apprendre en prenant plutôt les proportions d'obligations indexées sur l'inflation qui sont pourtant très minoritaires dans le portefeuille d'actifs, ce qui n'est pas vraiment intuitif, ce qui n'est pas vraiment logique. Et donc, on a tendance à croire que même si les performances ici des arbres de décision peuvent être jugées bons, parce qu'on a quand même un coefficient de détermination qui est supérieur à 0,5, même si on peut se dire que, OK, qu'ils ont tendance aussi à comprendre, mais à appréhender le lien entre le SR et les variables caractéristiques ici, qui sont l'allocation du portefeuille. On voit que les règles d'apprentissage ne sont pas du tout cohérents et donc on aura tendance plutôt à, à penser qu'ils ne sont pas bons. Donc, la même logique a été utilisée pour déterminer le meilleur modèle pour les autres SR. Et donc, nous avons retenu pour cette étude de garder de choisir comme meilleur modèle le GLM Gamma. À présent, nous allons pouvoir mettre en œuvre en pratique notre, euh, notre approche de recherche d'allocation optimale et les résultats auxquels nous avons abouti. Donc, nous rappelons les différentes étapes de notre recherche d'allocation optimale. Donc, dans un premier temps, il s'agirait de sélectionner les allocations cibles à tester. Ensuite, pour chacune de ces allocations-là, de déterminer la distribution de la PVFP en utilisant un univers de scénario monde réel, ce qui nous permettra de déduire le critère de rendement pris comme la moyenne de la distribution de la PVFP et de déduire le critère de risque pris comme la value at risk à 98% de la distribution de la PVFP. Puis ensuite, on pourra prendre en compte le SR en déterminant le coût de portage associé, euh, associé à l'intégration du SR dans l'étude. Donc, la première étape, comme on l'a dit, consiste à sélectionner les allocations cibles. Sauf que si on veut prendre les proportions de chaque classe d'actifs entre les bornes extrêmes, c'est-à-dire entre 0 et 100, cela nous amènerait à calculer la distribution de la PVP dans un premier temps pour des milliers d'allocations, ce qui n'est pas viable d'un point de vue temps et d'un point de vue pratique. Donc, en s'inspirant des résultats que nous avons
présenter dans un premier temps sur la maximisation de l'espérance d'utilité et en comparant l'allocation au portefeuille moyen du marché, nous sommes arrivés à réduire les bornes les bornes de chaque classe d'actifs parce que, comme on l'a vu, l'assureur ne prendra pas une position, par exemple, on ne s'attend pas à ce que l'assureur prenne une position à 100% d'a- d'actions et de 0% d'obligations. Donc, il n'est pas nécessaire de tester ces allocations-là. Donc, cela nous a permis de réduire le nombre d'allocations à tester à 92 allocations pour lesquelles nous avons à proprement parler calculé la distribution de la PVP, notamment, et déduire les critères de rendement et de risque. Donc, dans un premier temps, nous considérons le critère de rendement. Nous considérons les critères de rendement en moyenne de la PVP sur les 1000 scénarios, les critères de risque, sans prendre en compte les SR associés. Donc, le critère de risque a été pris à un niveau de confiance 90%, comme je le disais tout à l'heure, en accord avec les pratiques de marché. Ce niveau de confiance peut bien évidemment être modifié selon les préférences de la compagnie d'assurance. Mais pour cette étude, nous le fixons à 98%, c'est-à-dire on cherchera à déterminer le plus petit niveau que peut atteindre la richesse finale, ici la PVP, avec une probabilité de 2%. Et donc, en prenant en compte ces éléments-là et en calculant la distribution de la PVP, en calculant la PVP pour chaque allocation et en déduisant les critères de rendement et les critères de rendement des risques, on est arrivé à représenter ce nuage de points. Donc, on peut voir que dans ce nuage de points, il y a des points particuliers que nous avons illustrés en orange pour lesquels, pour chaque niveau de risque, le rendement est maximal. Donc, on voit se dessiner facilement ce qu'on peut appeler la frontière efficiente. Et donc, si on subdivise ce nuage de points en quatre cadrans notés de 1 à 4 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on peut voir que les allocations qu'on jugerait optimales, c'est-à-dire pour lesquelles le rendement est maximal, ont tendance à se loger déjà dans la partie supérieure et pour lesquelles ici le risque en fait représente le plus petit niveau de la distribution de la PVFP avec une probabilité de 2%. Donc, on cherchera à ce qu'il soit le plus petit possible. Et donc, ici, on cherchera à ce qu'il soit le plus grand possible, excusez-moi. Donc, on cherchera à avoir les points qui sont le plus à droite de la figure. Donc, la recherche de notre portefeuille optimal, euh, notre allocation optimale, logiquement, devra se trouver quelque part dans le cadran 4 et notamment dans le coin supérieur selon les définitions que je viens de donner. La richesse finale telle que nous la définissons dans cette étude est composée des résultats techniques, administratifs et financiers. Lorsque la tarification des produits est bien faite, le résultat technique reste proche de zéro. S'il est positif, l'assureur a l'obligation d'en reverser au moins 90% aux assurés sous forme de participation aux bénéfices. De plus, comme les hypothèses des frais et commissions à l'achat de l'assureur sont connues, le résultat administratif reste également contenu à un certain niveau qui est déjà connu. Donc, la composante qui explique concrètement les variations de la richesse finale, ici la PVP, est donc les résultats financiers. Cependant, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, euh, l'investissement massif dans les actifs risqués ne permettra pas forcément d'augmenter la richesse finale. Donc, ici, si on décline ce nuage de points selon la nature des actifs, on voit que les allocations qui ont tendance à se loger dans le cadran 4 sont composées majoritairement d'actifs obligataires. Et donc, forcément, les allocations qui se retrouvent plutôt dans le cadran 1 ou dans le cadran 1 sont composées majoritairement d'actifs risqués. Donc, euh, les, les interactions, justement, les interactions entre l'actif et le passif, en plus des contraintes réglementaires qui pèsent sur les assureurs vie, contribuent plutôt à orienter les assureurs vers les actifs obligataires qui auront majoritairement un effet positif sur le rendement, c'est-à-dire la rentabilité de l'activité, et un effet négatif sur les risques, c'est-à-dire plus la part des obligations augmente, plus la perte attendue dans les situations extrêmes, c'est-à-dire le risque, diminue.
Donc, l'objectif principal de notre démarche étant d'intégrer le SR dans notre étude, nous présentons ensuite le nuage de points pénalisé du coût de portage du SR en utilisant les proxys construits par les modèles GLM, GLM Gamma. Donc, on observe déjà deux effets de translation par rapport aux résultats sans prise en compte du SR. Déjà, on peut voir que les échelles sont différentes. Donc, le fait d'intégrer le SR en pénalisant la distribution de la PVP du coût de portage fait que les rendements sont, ici on avait des allocations qui se logeaient avec, dans ce cadran avec des rendements qui étaient nettement supérieurs. Ces mêmes allocations ont tendance à avoir un rendement qui est maintenant beaucoup plus proche de zéro. Cela est dû euh, à la prise en compte du SCA, du coût de portage de la distribution de la PVP par le coût de portage du SCA. Et on a également un effet de translation sur l'axe des risques. Et donc, la gravité des situations extrêmes est beaucoup plus accentuée, ce qui fait que le risque est beaucoup plus grand. Et donc, si on fait la même chose et qu'on décline les allocations selon les actifs obligataires, selon la nature la nature des actifs, on voit que la répartition est globalement la même, comme sans prise en compte du SCR, et que les allocations qu'on peut juger optimales ont tendance à contenir majoritairement d'actifs obligataires par rapport aux actifs risqués. Donc, pour bien voir ce qui se passe entre les différents points du nuage, nous faisons un zoom dans le cadran 4 pour voir un peu comment se présente la répartition des points les uns par rapport aux autres. Donc, on remarque qu'au-delà des effets de translation évoqués précédemment, la prise en compte du SR ne perturbe pas globalement la répartition du nuage de points formé par les couples rendement-risque, même si la répartition de points, ou bien la distance entre deux points est beaucoup plus marquée. Ainsi, sur cette figure, on peut voir que l'allocation 3 reste l'allocation optimale parce que c'est elle qui permet d'avoir le maximum, le plus grand rendement et le plus grand risque, et le plus grand critère de risque, le plus grand critère de risque, c'est-à-dire le plus petit risque. Parce que ici, comme je l'ai expliqué, on cherchera à ce qu'il soit le plus grand possible. On cherchera à ce que, même dans les situations extrêmes, que la richesse finale de l'assureur soit quand même d'un certain niveau qui soit intéressant pour la compagnie. Donc, avec ou sans prise en compte du SR, on voit que l'allocation 3 reste l'allocation optimale. Et cette allocation-là est composée à plus de 85% d'actifs obligataires. Pourquoi cela? En effet, parce que l'enjeu principal dans la calibration du proxy du SR a été de dégager un algorithme aussi précis que possible avec le peu de données à disposition. Nous avons vu que nous avons calibré notre proxy sur un échantillon de taille 29 et statistiquement, 29, c'est un échantillon de petite taille. Donc, la stabilité de la répartition dans l'espace du nuage de points après la prise en compte du coût de portage du SR témoigne de la stabilité des charges en capital prédites par notre méthode d'approximation. Donc, les modèles GLM Gamma arrivent donc à bien appréhender le lien entre les charges en capital au titre des risques de marché et l'allocation du portefeuille malgré le peu de données à disposition pour l'apprentissage. Donc, le fait de tenir compte du SR ici dans notre étude permet à l'assureur de disposer d'un niveau réel des indicateurs. Parce qu'avant, sans prendre en compte le SR, on peut se dire que oui, que l'allocation 3 est l'allocation optimale parce que il permet d'obtenir nettement un meilleur rendement avec le risque qui est intéressant pour la compagnie. Mais en pénalisant la distribution du coût de portage du SR, on se retrouve avec les niveaux réels associés à chaque allocation. Donc, ce qui peut peut-être remettre en cause le choix de l'allocation optimale. Euh, donc, l'assureur doit alors se poser la question du choix de l'allocation optimale parmi ses portefeuilles. Ce dernier choix revient à sa discrétion et doit se faire en lien avec les stratégies globales de la compagnie et du niveau de SR qu'il est prêt à immobiliser. De plus, le choix de l'allocation devra prendre en compte le rendement de l'actif ou de la stratégie d'investissement. Donc, nous rappelons que le taux minimum garanti pondéré que nous avons présenté en début de présentation
est de 2,5% pour l'épargne et de 0,73% pour la retraite. Alors, sans prendre en compte, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que sans prendre en compte les prestations discrétionnaires comme la participation au bénéfice, la stratégie d'investissement de l'assureur devra générer un certain rendement net de frais et des taxes, notamment moyens, pour supporter les engagements de TMG. Donc, si les produits sont considérés séparément, cela veut dire que le rendement de l'actif doit être au moins égal à 2,5% pour l'épargne et au moins égal à 0,73% pour la retraite en moyenne. Donc, ainsi, si l'assureur souhaite verser de la participation au bénéfice, il cherchera à obtenir un rendement moyen de l'actif qui est supérieur au TMG moyen associé à chaque produit. Cela se fera en accord avec le niveau moyen des prestations discrétionnaires qu'il est prêt à accorder à ses assurés. Il est donc important de connaître les performances de l'actif dans le choix de l'allocation optimale. Ici, nous remarquons, lorsque nous déclinons le nuage de points avec prise en compte du SR selon le rendement de l'actif, le rendement net de l'actif, euh, selon le rendement net de l'actif, nous remarquons que les allocations offrant plus de rendement ont tendance à se retrouver plus à gauche et plus vers le bas du nuage de points, contrairement à ce qu'on avait vu précédemment, ce qui est tout à fait logique. Donc, l'allocation 3 semblait être l'allocation optimale car elle permettait d'obtenir la plus grande valeur à la fois pour le critère de rendement et pour le critère de risque considéré. Cependant, pour cette allocation, le rendement moyen de l'actif ne permettra pas forcément euh, ne permettra pas forcément de servir une participation aux bénéfices intéressantes aux assurés, en plus des niveaux minimums d'engagement, à savoir le TMG. Donc, choisir cette allocation pourrait entraîner une vague massive de rachat de la part des assurés en guise de leur mécontentement. Donc, l'assureur devra peut-être s'orienter vers des allocations jugées plus risquées, certes, mais qui lui permettraient d'assurer ses engagements contractuels et de rémunérer en plus l'investissement des assurés par la participation aux bénéfices. Donc, cette situation met parfaitement en lumière le cadre spécifique de l'assurance où le choix de l'allocation optimale n'est pas uniquement le résultat d'un problème d'optimisation. Il prend en compte de nombreux paramètres, tous en lien avec les stratégies financières de la compagnie, de l'appétence au risque et la capacité à supporter un coût d'immobilisation plus ou moins important de la charge en capital SCR. Euh, Présent à la conclusion, nous commençons cette conclusion par faire le bilan de notre étude. Donc, il s'agissait de faire une étude d'allocation stratégique d'actifs, une étude qui est cruciale et d'actualité pour les compagnies d'assurance du fait du contexte économique dynamique des 2 dernières années. Et comme en finance, la recherche de l'allocation optimale consiste à maximiser un certain couple rendement-risque. Et pour cette étude, nous avons défini comme critère de rendement la moyenne de la distribution de la richesse finale, appelée PVFP, évaluée ici en univers de scénario bond réel. Et nous avons déterminé aussi le critère de risque comme la value at risk de niveau 98% de cette distribution de PVFP. Nous avons vu aussi que les contrats réglementaires qui pèsent sur les assureurs se caractérisent par la prise en compte du SR dans ce problème de maximisation du couple rendement-risque. Mais comme la production du SR en pratique est une tâche fastidieuse et chronophage, nous sommes donc intéressés à la construction d'un proxy du SR en fonction de l'allocation d'actifs. La méthode que nous avons utilisée dans ce mémoire a consisté à approximer les SR des sous-modules de risque de marché sur un échantillon d'apprentissage préalablement construit par nos soins. Et l'étude a révélé que les modèles GLM gamma sont plutôt efficaces pour appréhender le lien entre les SR de chaque sous-module de risque de marché avec l'allocation du portefeuille. La prise en compte du SR et précisément du coût du portage du SR permet de disposer des niveaux réels des critères de rendement de risque, s'assurant de la robustesse de l'étude. Finalement, nous avons vu que le choix de l'allocation optimale dépend de nombreux paramètres, à savoir les stratégies financières de la compagnie, de l'appétence au risque et de la capacité à supporter un coût d'immobilisation plus ou moins important de la charge en capital. Forcément, notre étude n'a pas été parfaite. Donc, nous sommes conscients qu'il y a quelques limites et donc nous envisageons aussi des perspectives pour cela.
Donc, la première limite a été de faire l'hypothèse forte que seul le SR de marché est affecté par les variations d'allocation. Donc, pour que l'étude soit vraiment complète, il faudrait calibrer aussi un proxy pour les autres modules de risque. Et nous avons testé aussi les modèles de régression linéaire, les GLM gamma, les arbres de décision sur un échantillon de petite taille. Donc, forcément, augmenter la taille d'apprentissage, la taille de l'échantillon d'apprentissage permettrait d'améliorer les résultats. En tout cas, d'améliorer, pardon, la qualité des estimateurs, des estimateurs, des proportions de chaque classe d'actifs et d'offrir plus de capacité d'apprentissage aux algorithmes. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité de tester d'autres algorithmes qui peuvent se révéler meilleurs ou plus pertinents pour, pour, pour mettre en lumière parfaitement le lien entre le SL et l'allocation cible du portefeuille. Je vous remercie pour le temps accordé à cette présentation. Nous pouvons maintenant passer aux questions, s'il y en a. Euh, je vois dans les questions, bonjour, pourquoi VAR 98% et pas un autre pourcentage? Merci. J'en parlais lors de ma présentation. Ici, le niveau 98% pour l'évaluatrice est un niveau que nous avons défini parce que c'est ce qui revenait lorsque nous avons sondé un peu le marché. C'est ce qui était couramment utilisé. Mais ce niveau est plutôt un choix subjectif. Donc, il pourrait notamment être adapté selon les besoins de la compagnie. Donc, on peut penser à utiliser, je sais pas, un niveau de, un niveau de, on peut penser à utiliser un niveau de confiance beaucoup plus important ou beaucoup plus faible. Merci, c'était très intéressant, notamment la partie sur les proxys de SR et l'impact sur le choix de l'allocation finale de prendre en compte le coût de portage du SR. Oui, merci. J'ai une autre question. Pourquoi ce gros écart entre le TMG épargne et le TMG retraite? Ce gros écart déjà parce que c'est les caractéristiques du portefeuille que nous avons étudié. Et aussi, j'ai oublié peut-être de le mentionner, mais les chiffres que j'ai présentés sur les caractéristiques de notre portefeuille ne sont bien évidemment pas les chiffres réels. Donc, il s'agit de chiffres modifiés pour, pour garantir la confidentialité. Mais c'est bien les caractéristiques du portefeuille que nous avons étudié. Donc, l'idée aussi, c'était de pouvoir travailler sur un portefeuille, euh, sur un portefeuille qui soit représentatif du marché, mais en gardant aussi les particularités de chaque type de produit. J'ai une autre question. Avez-vous testé une sensibilité au niveau de PB? Non, dans le cas de cette étude, nous n'avons pas testé de sensibilité au niveau de PB, mais il s'agit justement, voilà, de quelque chose qui pourrait être fait pour garantir de la pertinence des niveaux d'allocation que nous déterminons, effectivement. Votre mémoire est-il accessible confidentiellement? Mon mémoire, il n'est pas confidentiel, il est accessible sur le site de l'Institut des actuaires. Quel logiciel utiliser pour les projections et les régressions? Le logiciel que nous avons utilisé pour les projections, c'est un logiciel de projection financière de WTW qui s'appelle Risk Agility FM. Donc, RFM, c'est ce logiciel-là qui nous a permis de faire des projections en vision ALM. Et s'agissant des régressions, nous avons calibré les proxys en utilisant. Euh, une question plus générale sur les sujets ou approches découvertes dans le mémoire, laquelle pensez-vous le plus utiliser ou creuser à l'avenir? Euh, Ce serait notamment peut-être d'améliorer sans doute la qualité des estimateurs euh, des modèles de régression. Donc, essayer de voir s'il y a peut-être d'autres modèles qui permettraient d'avoir de meilleurs résultats. Parce que l'autre piste serait nettement d'augmenter la taille de l'échantillon, mais avec les contraintes qu'on peut avoir opérationnellement, ce n'est pas toujours viable. Donc, la piste principale à creuser serait d'améliorer les modèles de régression ou d'utiliser d'autres modèles. Aujourd'hui, on parle d'IA générative. Pourquoi pas essayer
de trouver un modèle qui puisse appréhender au mieux le lien entre le SR et et l'allocation du portefeuille. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup.